le jeu a un système de règles. Et donc, s'il y a un système de règles, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'environnement, qui peut être humain, qui peut être physique, qui peut y avoir un système de score ou pas. Et donc, c'est très socialisant du fait qu'on doit respecter des règles. Donc, le jeu ne peut pas être infantilisant, au contraire. C'est un levier, un ciment d'une socialisation. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Les violences scolaires sont un phénomène complexe qui touche aussi bien les élèves que les enseignants et qui a des conséquences profondes sur le climat scolaire et l'apprentissage. Pour mieux comprendre ces violences et envisager des solutions, il est essentiel d'adopter une approche interdisciplinaire. C'est dans ce cadre que l'on peut aborder l'importance du jeu. Qu'il soit physique, numérique ou relationnel, le jeu peut être vu comme un outil permettant de prévenir des conflits et de favoriser l'empathie entre les jeunes. Pour en parler, j'ai rencontré Éric Dugas, chercheur en sciences humaines et sociales. Ses travaux portent sur les violences, les discriminations et l'empathie et il explore notamment comment la mise en jeu corporelle à travers le sport ou les jeux entre pairs, P-A-I-R-S, peut contribuer à désamorcer les tensions scolaires. Il nous explique également l'impact de l'architecture et des aménagements d'espace sur le climat scolaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans mon podcast La Matrescence, parce qu'on va parler d'un sujet quand même assez important aujourd'hui à l'école et surtout parce que vous formez encore les professeurs et je pense que ça va intéresser beaucoup mon public, mes auditeurs et mes auditrices. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir enseignant-chercheur et qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien? Alors, pourquoi être enseignant-chercheur? Au départ, je voulais être enseignant. C'était ma volonté professionnelle et il y a des incidences dans la vie qui font qu'à un moment donné, j'avais passé à Paris une maîtrise qui était justement spécifique à des enfants de 3 à 10 ans et qui touchait à l'interdisciplinarité. Et donc, il fallait bien sûr, à l'époque, maîtrise, c'est ce qu'on appelle maintenant des masters. Et donc, il fallait faire un mémoire. Et donc, j'ai touché du doigt, on va dire, la recherche, la rigueur méthodologique, mettre à l'épreuve des faits certaines idées, ne pas être sur une vérité d'opinion, celle que l'on ressent, mais une vérité de fait et une vérité scientifique. Et voilà, j'ai baigné dans cette ambiance de recherche et c'est ça qui m'a interpellé. J'avais soif aussi de lecture. J'avais envie d'aller un peu dans les sphères qui étaient au-delà de certaines frontières et la recherche permet cela. Et vous avez découvert quoi du coup quand vous êtes intéressé aux 3-10 ans? Vous étiez sur quoi sur votre mémoire? Ah, c'était sur les transferts d'apprentissage à l'époque en maîtrise. Et c'était en fait voir l'évolution un petit peu de ces jeunes dans des pratiques. C'était plutôt des pratiques justement sous forme de jeu, des pratiques jouées et de voir comment ils pouvaient donc s'améliorer dans leur conduite, aussi bien dans leurs habiletés, qu'on dit motrices, mais aussi dans leur rapport à autrui, avec leurs camarades, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ce type de mémoire ou ce type de cursus, c'est qu'on apprend à comprendre un petit peu le cheminement d'un développement aussi de l'enfant. Donc, à l'époque, ça m'avait passionné, le processus du savoir grandir. Voilà, il n'y a pas plus dur que de comprendre le cheminement d'une personne qui est en train de grandir. D'ailleurs, on dit souvent, quand on arrive à la préadolescence, on dit souvent que quelqu'un qui grandit petit à petit à l'adolescence, il va s'opposer à autrui, mais c'est s'opposer pour mieux se poser.
Et quelque part, voilà, c'est tout un processus qui m'a plu. Et ensuite, après la maîtrise, j'ai eu la chance de rencontrer, il était président du jury, Pierre Parlebas, qui est docteur honoris causa, ancien doyen de la sociologie à Paris Descartes, et qui m'a pris sous son aile pour faire des recherches, aller au doctorat et ainsi de suite. Et après, on continue, on suit le mouvement et on devient chercheur. Du coup, votre discipline principale, ça serait quoi? Alors au départ, c'était sociologie. Et puis grâce aussi justement à ce cursus, c'était très interdisciplinaire. Donc on touchait à la psychologie sociale, on touchait à la science de la décision, la théorie des jeux. Bref, la compréhension du monde, non pas sur une seule petite lunette, mais plusieurs focales pour mieux comprendre l'autre. Il y avait Adorno, d'ailleurs Edgar Morin, grand chercheur, mais il y a 20 ans, 30 ans, on le soupçonnait de dire est-ce que c'est vraiment un chercheur parce qu'il est sur plusieurs disciplines. On demande toujours de rester dans ses frontières, d'être monodisciplinaire pour être accepté comme expert. Et en fait, l'aspect un peu pluridisciplinaire m'avait plu. Et dans son premier ouvrage, il avait fait une introduction assez magnifique et il reprenait une citation d'Adorno qui disait la totalité est une non-vérité. Mais il faut essayer de s'y rapprocher. Et donc, il faut voir la modestie de la recherche. La recherche, c'est le doute. On peut mettre le doute, même parfois, mais c'est le doute. Et donc, on va essayer d'aller creuser, d'avoir une rigueur méthodologique pour mettre à l'épreuve des faits. L'administration par la preuve, comme on dit souvent. C'est ça qui m'a passionné, en fait. Et avoir la modestie, bien sûr, de ces résultats. Pas d'interprétation trop hâtive. Ce que je dis actuellement, peut-être sera complètement obsolète dans 50 ans. Donc voilà, il faut savoir être modeste aussi. Mais c'est passionnant. Alors ici, on enregistre à Bordeaux, dans la rue de l'école normale. Et donc, juste en face de nous, il y a l'INSPE, qui est l'endroit où on forme les futurs professeurs des écoles. Qu'est-ce que vous enseignez, parce que vous enseignez dans cet endroit, aux futurs professeurs des écoles? Oui, alors on intervient sur plusieurs thématiques. Alors moi, principalement étant également chargé de mission handicap à l'Université de Bordeaux, j'interviens sur les altérités, sur le climat scolaire, sur les jeux, sur l'empathie. Donc on essaye de travailler un peu sur les compétences psychosociales, de comprendre ce qu'on a en face de nous. Il y a des disciplines, bien entendu, scolaires, mais il y a aussi surtout des individus. Et quand ils sont dans une effervescence groupale, qu'ils sont ensemble, eh bien, il faut que l'enseignant comprenne à qui il a affaire et comment se comporter. Donc, ces interactions, ces intersubjectivités sont très complexes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est sur la dynamique de groupe Par exemple, oui, entre autres. Mais je vous dis assez interdisciplinaire. Donc, oui, dynamique de groupe, l'individu dans le groupe, les interactions entre pairs, les interactions avec l'enseignant, bien entendu, mais aussi les interactions avec tous les acteurs de l'école. Pas seulement les enseignants. Non, ça, vous dites. Ben, les parents, par exemple, qui sont souvent, malheureusement, qui restent à la porte de l'école. Dans d'autres pays, il y a plus de porosité, il y a moins de séparation entre le dedans et le dehors. Et je pense que cet écosystème doit être important à comprendre. Et il faut que les parents viennent à l'école, non pas pour simplement recevoir des informations ou lorsqu'il y a des problématiques scolaires avec leur enfant, mais qu'ils soient partie prenante. Pas entièrement à part, mais à part entière justement de l'école. C'est ça qui est important. Ce qui n'est pas le cas vraiment aujourd'hui, c'est ça? Ça dépend aussi ça dépend des écoles, ça dépend des interactions humaines justement. Mais globalement, oui, quand je vais justement travailler ou aller par exemple au Canada, à Québec, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le même rapport aux parents. Les acteurs sont sur une trajectoire, une dynamique plus collective. C'est moins descendant. Oui, en France, on aime bien être pyramidal un petit peu. Oui, c'est souvent pyramidal, alors que chacun a sa place. En fait, c'est un système. Il faut que chaque entité d'un système soit en interrelation. C'est ça l'approche systémique. Et si on n'a pas un système, si on n'a pas une majorité des acteurs dans une structure, qu'on appelle l'école, ça peut être l'hôpital, ça peut être à l'échelle d'une mairie, par exemple, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de transformation et on restera toujours sur ces acquis que l'on a. Alors, vous êtes un spécialiste, vous l'avez dit, du jeu, de la théorie du jeu, que vous étudiez, vous enseignez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça implique au niveau de l'école?
Oui, alors attention, la théorie des jeux, c'est aussi une science, la science de la décision. Donc on retrouve chez des économistes des modèles mathématiques d'interaction stratégique. Et donc on regarde par exemple deux personnes qui sont en situation de duel et d'un point de vue économique, ils ont des gains, des coûts. Et on va regarder, on les met sous forme de dilemme et on va essayer de regarder, mais comment vont-ils se comporter? Est-ce qu'ils vont maximiser ces coûts? Est-ce qu'ils vont partager certains gains? Donc, c'est étudier les comportements. Ça, c'est la théorie des jeux. C'est fondé sur des interactions stratégiques entre des joueurs, entre guillemets. Mais ça peut être aussi les parents avec leurs enfants. Il faut que justement, il y ait une entente, une confrontation, mais qui permette justement que chacun puisse s'écouter et qu'on puisse ensemble maximiser également nos gains, qui peut être simplement de bien vivre ensemble, par exemple. Alors ça, c'est la théorie des jeux. Mais sinon, les jeux en eux-mêmes, ça peut être des jeux comme on peut jouer à des jeux de société, ça peut être des jeux plutôt sportifs où là, c'est la mise en jeu corporelle qui est prégnante. Et puis le jeu, est-ce qu'il a sa place à l'école? Longtemps, le jeu a été dénigré. Longtemps, le jeu a été a été réservé au monde enfantin. Et le jeu est assez étonnant quand même. Regardez, quand vous travaillez sur des jeux, vous parlez des jeux sérieux. C'est étonnant de dire qu'à jeu, il faut apporter sérieux pour que le jeu sérieux soit reconnu. Jeu sérieux. Il y a des jeux dangereux. Donc, au jeu, on va mettre à côté justement ce terme-là, de dangereux, alors qu'on pourrait parler plutôt de pratiques dangereuses. Donc, vous voyez, le mot jeu, les mots, c'est comme le handicap. Les mots, au fur et à mesure du temps, ont leur signifié, c'est-à-dire leur connotation. Le sens commun du dictionnaire, c'est ce qu'on lit, ce qu'on peut comprendre d'un mot, mais il y a aussi sa représentation du mot. Et c'est polysémique. Il y a plusieurs signifiés. Vous voyez, le handicap, par exemple, c'est un mot qui, au départ, a une connotation qui était très, très, très positive. Hand in cap, la main dans le sac. Et c'était quand on faisait des trocs et qu'on échangeait justement des objets de valeur. S'il y avait un trop grand déséquilibre, quelqu'un piochait dans le sac justement pour rétablir un petit peu le déséquilibre qui existait. Et donc, il y a comme ça des mots qui vont avoir une connotation positive ou négative en fonction du temps, des sociétés, de la culture d'appartenance. Et le jeu, souvent, est laissé au tout petit. Et plus on grandit, eh bien, le jeu doit s'effacer. Alors que le jeu est tellement intéressant. Quand on entre dans le jeu, on se prend au jeu souvent. Et on peut avoir des comportements extraordinaires, enclencher des motivations qui peuvent être aussi bien intrinsèques qu'extrinsèques. Et on peut jouer vraiment sur cette facette-là. Donc le jeu, on le sait, c'est primordial pour que les enfants apprennent. Mais en France, on l'inclut pas encore assez à l'école. C'est ça que vous dites, qu'il faut que ce soit sérieux pour que ce soit pris en compte dans la volonté de l'inclure dans l'école? Oui, je pense que le jeu, il a pas totalement encore sa place. Je pense en tout cas. Et quand vous dites le jeu, pourquoi jouer ou ne pas jouer? Alors le jeu et l'apprentissage, là aussi, il y a des tensions sur cela. C'est-à-dire que jouer, est-ce que le jeu est fait pour justement mieux apprendre? Non, le jeu est fait pour jouer. Pour jouer. Au départ, pour déjà. S'amuser. Oui, donc c'est par rapport à un enseignant, plus il s'éloigne, moins didactise, on va dire, sa pratique avec les élèves, plus justement le jeu a sa place. Vous voyez, donc le jeu, il sert pas simplement à apprendre, ça dépend des situations. On peut jouer pour le jeu, il a une logique en lui-même, il n'est pas forcément producteur. Et ça permet de travailler justement au travers du jeu, mais ça dépend des situations. On peut l'utiliser de différentes façons. Si le jeu a un but d'apprentissage, eh bien on va le façonner de telle façon que le jeu va être petit à petit didactisé à des fins d'apprentissage. Mais le jeu, par essence, n'est pas fait au départ pour justement pour apprendre. Est-ce que en revanche, ça apprend pas des notions de compétences? Sans qu'il y ait un but d'apprendre quelque chose, mais de jouer, de se mettre en situation de jeu, bien sûr, fait qu'on acquiert des compétences.
Oui, je pense. Eh bien, c'est le sel de ces activités, c'est qu'on se frotte à l'autre dans le jeu. Alors, il y a des jeux aussi en solo, hein, bien entendu, mais souvent on joue avec les autres, donc ça socialise. D'ailleurs, c'est Philippe Mérieux, grand pédagogue, qui disait que justement le jeu n'infantilise pas parce que le jeu est réglé. Le jeu a un système de règles. Et donc, s'il y a un système de règles, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'environnement, qui peut être humain, qui peut être physique, qui peut y avoir un système de score ou pas. Et donc, c'est très socialisant du fait qu'on doit respecter des règles. Donc, le jeu ne peut pas être infantilisant, au contraire. C'est un levier, un ciment d'une socialisation. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans le jeu. Le système de contraintes. Que l'enfant va devoir respecter. Bien sûr. Et il faut ce système de contraintes. D'ailleurs, si on a des intérêts partagés, à l'école ou ailleurs, dans la famille avec les parents, s'il y a un intérêt qui est partagé, alors forcément, il faut un système de contraintes. Donc, vous voyez, quand on oppose jeu à liberté, absence de contraintes, je pense que c'est méconnaître le jeu. L'essence même de ce qu'est un jeu. Bien sûr. Vous vous intéressez aussi aux violences qu'il peut y avoir dans le milieu scolaire et vous l'associez avec le jeu. Vous avez travaillé autour avec le jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors pourquoi travailler sur le jeu et aussi les violences? Alors on est à Bordeaux, donc forcément je vais convoquer Éric de Barbieux qui était un spécialiste justement des violences scolaires et lui-même justement il réfute l'association violence scolaire. Il dit violence en milieu scolaire. Sinon on va réduire l'école à un lieu de violence. Et donc que les acteurs, dont les enseignants, dont la hiérarchie, peut être violente. En effet, mais surtout, c'est en milieu scolaire, mais il faut bien montrer que l'école n'est pas hors sol. Voilà, il faut pas sacraliser l'école. Il y a l'école dedans, mais aussi la vie à l'extérieur. Justement, Erving Goffman, un interactionniste bien connu qui a travaillé sur Asile, sur le handicap, sur le stigmate, il parlait des structures, des établissements qui sont justement plutôt totaux. C'est-à-dire quand je suis en prison et que je suis enfermé longtemps, eh bien je reste dans un établissement. Sauf que l'école n'est pas du tout un établissement enfermé totalement. Il y a la vie dehors. Et on sait très bien que la vie dans la famille, la vie à l'extérieur avec ses amis, va impacter la vie de l'école. Et il y a un lien de réciprocité. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'école va influencer aussi les rapports à autrui, les émotions. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur les relations à autrui et révéler que les violences à l'école ne datent pas d'hier. Et dans les jeux, moi j'ai étudié à l'époque justement avec Pierre Parlebas, on a étudié beaucoup les jeux. Quand vous regardez les jeux au XVIe siècle, XVIIe siècle, ils étaient justement très violents. Les jeux dans les cours de récréation, le cheval fondu, le croc en jambe, la punition, etc. Ce sont des jeux qui étaient vraiment violents et pas d'un point de vue que symbolique, aussi d'un point de vue physique. Donc, vous voyez, quand on dit, voilà, c'était moins violent avant, c'était mieux avant, non, il faut quand même regarder. Et là, la recherche cherche justement et permet de comprendre un peu ce qui se passait. Donc, les violences d'antan se retrouvent sous une autre forme aujourd'hui, maintenant. Mais il existait des violences physiques assez importantes même dans les cours de l'école. Parce que ce qu'on retrouve comme violence à l'école, souvent, elle part, vous disiez, on dit pas un jeu, mais une pratique qui va dériver en violence. Comment est-ce que ça se constitue entre les enfants? Ah, pour les jeux? Ça dépend de quel jeu vous parlez. On sait qu'il y a eu les jeux du foulard, le jeu de la tomate. Alors vous parlez des jeux dits dangereux. Dits dangereux qui... Donc moi j'appelle ça plutôt des pratiques dangereuses plus que les jeux, sinon on dénigre et on met une connotation péjorative et négative au jeu. Alors oui, mais ces jeux existaient, je vous dis, des jeux étaient très très dangereux depuis très longtemps. Et il y a 3 formes de jeux qu'il faut comprendre. Il y a des jeux qui sont de non-oxygénation. Alors ça, c'est important que les enseignants, que les parents, que tous les acteurs qui participent à l'éducation comprennent un peu ces jeux. Il y a des jeux donc de non-oxygénation, c'est-à-dire ce sont des jeux d'asphyxie. Alors il y a le jeu, par exemple, le jeu de la tomate. Devenir rouge comme une tomate, on va se boucher le nez, on va retenir sa respiration et on peut aller jusqu'à la syncope. Il y a le rêve indien. Alors, il y a des appellations différentes comme ça. Le rêve indien, c'est pareil.
On va mettre un pouce dans la bouche et on va, pareil, essayer donc de retenir un maximum sa respiration. Et on peut tomber en syncope, mais aussi on peut avoir une sorte d'effervescence. Plus on répète ces jeux, plus on va avoir une sorte d'adrénaline à pratiquer parce qu'on va ressentir des sensations euphorisantes. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux. La répétition est dangereuse. Donc ça, c'est les jeux qui sont de non-oxygénation. Il faut quand même rappeler que quand on est dans les jeux dangereux, chaque année, on est à peu près sur entre une dizaine et une quinzaine de jeunes qui décèdent à cause de ces jeux. Donc là, c'est important, et qu'on en reviendra tout à l'heure, le rôle de tout à chacun pour mieux proagir que réagir, car souvent c'est trop tard. Donc vous avez ces premiers jeux. Ensuite, vous avez d'autres formes de jeux. Vous avez des jeux d'agression. Alors des jeux d'agression qui sont intentionnels. On sait qu'on va jouer à ce jeu et que les règles du jeu vont amener de la violence physique entre les joueurs. Mais il y a aussi des jeux qui sont malheureusement contraints. C'est-à-dire que la personne va rentrer dans le jeu, mais n'est pas du tout au fait. Elle ne le sait pas. Elle peut être prise au hasard, comme vous disiez tout à l'heure sur un autre jeu, prise au hasard et ça sera la cible. Ça peut être le jeu de la couleur. Aujourd'hui, on va prendre une couleur. Le premier enfant qui passe les portes, on va dire, de l'école et qui a une couleur, on va dire, elle est violette, eh bien, il sera donc dans ce cas-là battu, etc. Donc il y a des jeux, vous voyez, qui sont d'agression. Et il y a des jeux aussi qu'on retrouve beaucoup plus maintenant avec les réseaux sociaux. Donc ça multiplie, ça amplifie, c'est une caisse de résonance extraordinaire qu'on maîtrise moins. Parce que vous voyez, ces jeux-là, ces jeux en réseau, on les retrouve pas à l'école, on les retrouve en dehors de l'école. C'est pour ça que c'est un travail qui est de longue haleine. Et là, ces jeux-là, ce sont des jeux de défis. On va faire des grands défis. Il y a un jeu qui était connu, c'était le jeu de la baleine bleue. Et en fait, il y avait des jeux de défis, il y avait 50 défis sur 50 jours. Et tout le travail était bien réalisé, c'était presque assez pervers d'ailleurs, dans le sens où au fur et à mesure des jours, on est embrigadé, on perd un peu de sa personnalité, on rentre dans le jeu, et tellement on voit pas ce qui arrive, c'est que le dernier jeu du dernier jour, c'est aller jusqu'au suicide. Et il y a eu des suicides. Par Internet aussi, à un moment donné, il y a un parent qui avait porté plainte, il y avait un jeu sur Internet qui s'appelait Momo Challenge. C'était un petit singe, et pareil, qui demandait des défis. Et donc, c'est des défis qui peuvent être très dangereux. Le jeu de la planche. Se prendre en photo, on doit être dans une certaine position, mais dans un moment, dans un temps ou dans un espace qui peut être très dangereux. Il faut tenir. Bref, donc vous avez 3 catégories de jeux. Et les enseignants, il faut qu'ils comprennent que justement des jeux de défis, le défi, c'est de défier aussi peut-être l'institution et représente l'institution. Donc on voit aussi bon nombre de jeux pris avec des téléphones au détriment justement des enseignants qui tournent le dos. C'est là qu'on peut travailler sur l'espace d'ailleurs, qui tournent le dos aux élèves et là il se passe des jeux de défis que l'enseignant ne voit pas lui-même. Donc vous voyez, et puis les jeux sont protéiformes. Il y a des jeux qui sont les jeux, on va dire les violences, comme les jeux peuvent avoir plusieurs formes. Les violences peuvent être verbales, bien entendu, physiques, des violences individuelles, des violences collectives, des violences contre l'institution et des violences contre soi. Mmh. Donc, vous voyez, c'est protéiforme, c'est complexe. Il faut bien comprendre que c'est pas simplement des jeux qu'on retrouve qu'à l'école. Ils peuvent aussi se greffer dans la vie de tous les jours. Et souvent, l'école, justement, n'est pas dans un réceptacle complètement enfermé. L'école est souvent le reflet de la société. Et quand on voit la société, sa violence, même parfois verbale, politique, on peut comprendre après ce qui se passe. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les jeux dangereux, oui, il y a une certaine augmentation, mais ils existent depuis très très longtemps. Mais c'est surtout la visibilité par Internet, par les réseaux sociaux, par le téléphone, qui change complètement les paradigmes vis-à-vis de ces jeux dangereux. Qu'est-ce qui fait que ces jeux arrivent dans une cour d'école, enfin ces pratiques dangereuses? Qu'est-ce qui fait que dans une école va être touchée et pas une autre? Est-ce qu'il y a des critères que vous retrouvez un peu partout? Les jeux sont pratiqués dans les écoles. Alors en effet, ça peut
Ça peut dépendre des lieux, des moments, de l'encadrement aussi, de l'équipe d'encadrement, de l'architecture. En psychologie, justement, de l'environnement, c'était Fischer qui disait les espaces ne sont pas des simples décors. Et ils participent justement à nos conduites. Churchill avait dit une phrase magnifique que je vais paraphraser. Il avait dit: les hommes construisent des maisons, peu ou prou. Les hommes construisent des maisons, à leur tour, les maisons façonnent ceux qui habitent un petit peu. C'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'il y a aussi des écoles qui sont mal conçues ou qui laissent certains espaces qui vont favoriser l'expression de ces jeux. Vous voyez, quand on parle par exemple de la cour de récréation, en fonction des cours de récréation, vous aurez des jeux qui seront plus favorables à être exploités ou pratiqués par les élèves. Vous voyez, et la cour de récréation, souvent on dit ça va être un espace de respiration. Entre les cours d'apprentissage, eh bien c'est souvent un espace en fait de tension plus que de respiration. Les espaces interstitiels qui permettent aussi d'aller à un lieu dans un autre, les toilettes. Il y a un magnifique ouvrage d'ailleurs qui est sorti par des collègues sur justement l'espace des toilettes vécu par des enfants de maternelle jusqu'au lycée. Et on voit comment cet espace, il est utilisé différemment en fonction du genre, en fonction de l'âge. Et la cour de récréation, là aussi, c'était une de mes collègues, Julie Delalande, anthropologie, qui avait fait à l'époque, dans les années, début des années 2000, un magnifique ouvrage sur la cour de récréation. Et la cour de récréation, elle est genrée. On voit très bien que les garçons, les plus grands, les plus forts, sont plutôt au centre de la cour. Les autres, les plus vulnérables, sont à la périphérie. Donc, vous voyez, et moi, quand j'étudie les jeunes en situation de handicap, là aussi, on voit que l'espace a une identité vis-à-vis des différentes personnes. Donc, vous voyez, je pense qu'une école, ça dépend des lieux. Est-ce que je suis en milieu urbain? Est-ce que je suis à la campagne? Est-ce que l'école a été pensée pour la pédagogie ou pensée pour l'écologie? Est-ce qu'elle a été pensée plutôt pour sa fermeture, c'est-à-dire la sécurité, ou l'ouverture? Et très peu d'écoles sont pensées d'un point de vue de leur architecture, des configurations spatiales, des cours de récréation, pour justement exprimer le vivre ensemble. Et plus que le vivre ensemble, il faut viser le faire ensemble. Et ça, c'est plus complexe. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Ça dépend. En fait, c'est écosystémique, vous voyez. Ça dépend de l'espace de l'école, où cette école est également placée dans son environnement. Est-ce que c'est l'école, comme disait Éric de Barbieux, l'école dans le quartier ou l'école du quartier? Est-ce qu'il y a le sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est une école qui est renfermée sur elle-même? Regardez ce qui se passe quand une école est renfermée sur elle-même. En ce moment, il y a des procès sur certaines écoles privées, etc. Donc, vous voyez, ça pose toutes ces problématiques-là. Et donc, les violences scolaires, plutôt les violences en milieu scolaire, sinon s'ils m'écoutent, mais les violences en milieu scolaire sont souvent le reflet de ce qui se passe également dehors. Ce que vous disiez, l'école n'est pas hermétique à la vie à l'extérieur, donc ça se transpose. Mais et l'inverse est vrai, oui. Est-ce qu'on a quand même des pistes pour, un, apaiser le climat à l'école et deux, prévenir ce dont vous parliez, des violences qui peuvent arriver en milieu scolaire? Oui, il vaut mieux prévenir que guérir, il vaut mieux proagir que réagir, bien entendu, mais on peut mal aussi anticiper. Mais je pense, c'est un travail d'équipe. C'est que, voyez, je vais prendre l'exemple. Un enseignant débute, il est dans sa classe. S'il n'y a pas une équipe pédagogique, s'il n'y a pas une équipe de direction qui met un cap, un sens, un travail coopératif, bien souvent, il peut se retrouver un peu dans un isolat, un peu seul. Et je dis souvent que travailler en silo amène le silence. Et c'est pareil pour les enfants. Si ils osent pas justement déclarer ce qu'ils ressentent, s'ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions, sur leurs ressentis, si l'enseignant se sent aussi comme ça cadenassé, eh bien il y a des difficultés. Donc il faut travailler sur le climat scolaire, bien entendu, et il faut travailler sur l'écosystème. En management ou dans le cadre de l'intelligence collective, il y a Goleman, à pas confondre avec le chanteur, Goleman qui avait écrit un magnifique ouvrage à l'époque sur l'intelligence en général, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. Mais est-ce qu'on peut parler d'intelligence émotionnelle? Ça sera un autre débat. Mais sur l'intelligence collective, il avait dit ce qui est intéressant. Il a dit plus la majorité, grosso modo, d'une structure adhère à un projet, adhère au sens donné, plus forte sera la transformation.
Et donc, quand on est une minorité, si on est seul, si on n'est pas dans une structure d'un écosystème qui travaille ensemble, je pense que malheureusement, on aura du mal à transformer, à trouver des solutions. Il faut qu'il y ait une équipe, dans le bon sens du terme, une équipe, une solidarité, un projet commun, un sentiment d'appartenance. Sinon, le reste, c'est que des écrits et des paroles. Et donc, dans les faits, il faut à tout prix travailler sur cet esprit d'équipe, travailler ensemble. Et je vous l'avais dit en introduction, c'est travailler avec tous les partenaires. La famille, l'équipe de direction, qui doit aussi apporter une bonne impulsion. Il faut une certaine verticalité, mais qu'elle soit adoucie. L'horizontalité, non, on n'y croit pas, mais une verticalité adoucie. Celui qui parle, il est véritablement écouté. Vous voyez, les enfants, les parents, les enseignants. Donc, je pense que c'est une micro-société qui doit travailler ensemble. Et donc, il faut les moyens humains, les moyens financiers et les moyens interactionnels de travailler ensemble dans un cap, donner du sens et que la majorité adhère. Que chacun ne travaille pas en silo, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous travaillez aussi sur la notion de l'empathie. En quoi cultiver l'empathie à l'intérieur de l'école peut aider à faire baisser les tensions et en tout cas à ce qu'il n'y ait pas cette agressivité qu'on peut parfois retrouver? Alors, baisser les tensions, faut faire des expériences. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que chercheurs. Attention au terme d'empathie, au concept d'empathie. Il y en a certains qui diraient est-ce qu'on cultive l'empathie? C'est peut-être obsolète de dire ça. En fait, l'empathie, on est tous avec de l'empathie. On a tous un capital empathique. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas tellement cultivé. C'est que l'empathie, c'est un phénomène qui est assez intéressant dans le sens où ça permet de se soucier de l'autre, qu'on a envie qu'il soit dans un mieux-être. Donc, on veut le bien-être d'autrui. C'est une sorte de motivation A. Donc là, c'est intéressant. Mais plutôt que parler d'empathie, je dirais les empathies, parce que l'empathie est protéiforme, a plusieurs dimensions. Et ça fait que souvent on s'y perd en donnant une définition. Jean de Séti disait souvent, c'est un mot fourre-tout un peu, et c'est un spécialiste de l'empathie. Donc il faut avoir beaucoup de précautions et surtout éviter, comme dans certains articles que j'ai écrits, comme pour le bien-être, il faut éviter les injonctions au bonheur, au bien-être, à l'empathie. Il faut faire attention, ça peut être culpabilisant. Vous voyez, si à un moment donné vous interrogez une famille, des parents, votre enfant a été violent, qu'on vous fait culpabiliser, vous deviez être plus empathique quand même un peu avec votre enfant, lui donner plus de règles, alors que chacun fait avec ses moyens. On en reparlera peut-être après sur le concept d'inclusivité. Et donc, l'empathie, je dirais plutôt les empathies, elles sont d'ordre émotionnel, d'ordre cognitif. C'est aussi une dimension pour réguler ses émotions. C'est aussi savoir être en prise de perspective vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des choses, d'une situation. Donc, c'est être en capacité, en fait, de se mettre, entre guillemets, on se met jamais à la place, comme si, en fait, de se mettre à la place, avoir la capacité de se mettre à la place d'autrui, tout en sachant que autrui n'est pas soi, la distinction entre soi et autrui, bien sûr, ça c'est important, le côté identitaire, et pour essayer de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, et voir ce qu'il pense. Donc là, on est vraiment dans, vous voyez, les différentes dimensions de l'empathie. Mais l'empathie, et ça Jean de Séti le dit bien, l'empathie a aussi un coût. Et le coût peut être cognitif, peut être émotionnel. Il est aussi un coût très énergivore. Donc ça demande de l'énergie, ça demande des coûts justement émotionnels. Et donc c'est complexe l'empathie, à tel point que certains aidants, s'ils n'ont pas toute l'équipe autour d'eux, eh bien ils ont parfois le sentiment de perdre un peu, justement d'avoir moins d'empathie, que le capital empathie qu'ils ont s'amenuise, s'épuise petit à petit. Donc vous voyez, l'empathie a ses défauts également. Ça, je fais exprès de bien montrer que les empathies, c'est complexe et ça dépend de l'environnement. Je reviens toujours sur l'écosystème et ça sera vraiment pour moi mon fil conducteur pour essayer d'avoir des meilleures réponses empathiques, mettre des situations qui favorisent une meilleure réponse empathique. Ce qu'il faut viser vraiment, c'est vraiment ce que je pense, c'est de se dire, mais attention, l'empathie, c'est aussi être plus proche
empathiquement de ceux qui me ressemblent. Donc l'empathie est partielle. Donc vous voyez que parfois quand on essaie d'avoir un bon raisonnement ou d'être sur, on va dire, une attitude, une morale exemplaire, attention, quand je suis empathique, je sais que l'empathie est partielle. C'est-à-dire que je vais être plus motivé à aider l'autre, à me soucier de l'autre, qu'il me ressemble. Donc en fait, plus il y a de distance sociale avec autrui, eh bien moins je peux être empathique. Vous voyez, donc c'est partiel. Je peux me faire dominer par mes émotions. C'est ce qu'on appelle la confusion émotionnelle. Et donc petit à petit, cette confusion émotionnelle, je suis surabondé par mes émotions, et ça peut aller jusqu'à l'épuisement de soi, l'épuisement professionnel. Donc vous voyez, il y a tous entre guillemets ces défauts de l'empathie. Mais là, ma question, ça englobait surtout quand on est dans une classe ou quand on est, ou même quand on est les parents face à ce type de violence. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, du coup, pour pouvoir aider à faire baisser l'agressivité, baisser les tensions qui peuvent avoir lieu au sein de l'école, ou qui se manifestent en tout cas à l'école? Il faut l'école de la confiance. Il faut se sentir en confiance et légitimer aussi la parole de leurs enfants. Vous voyez, s'il y a je reprendrai Éric de Barbieux quand il partait justement au Canada. Au Canada, il disait à toute situation complexe, s'il y a une seule solution simple, c'est forcément la mauvaise. Donc il n'y a pas de recette. Ça dépend de la situation. C'est comme une grosse pelote de laine et vous devez tirer les bons fils. Mais comment tirer les bons fils? Ça, on demande beaucoup de choses parfois aux parents. Alors c'est tellement complexe. Donc si je reprends un proverbe que en ce moment tout le monde utilise, je suis étonné, mais sur justement il faut tout un village pour élever un enfant, c'est ce même principe-là. C'est-à-dire c'est pas les parents qui vont avoir une seule réponse, c'est les parents et l'écosystème. Il faut que chacun puisse travailler. Par contre, pour les parents, oui, il faut légitimer la parole de leurs enfants. Ça, c'est important. Respecter leur libre arbitre tout en les mettant dans un système de contraintes. Ça aussi, c'est important. Mais il faut que les personnes puissent oser justement en parler, qu'ils se sentent pas derrière les préjudices qu'il peut y avoir en libérant la parole. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise. Il faut que les parents soient de concert avec les enseignants d'un point de vue pédagogique, avec les différents acteurs. Il y a des rôles clés à l'école. Vous avez des CPE dans les collèges et lycées. Vous avez des infirmières scolaires. Vous avez des psychologues également scolaires. Et je pense que c'est toutes ces compétences qui ont tous des besoins et qui vont travailler justement sur ce devenir d'un enfant. Donc, il n'y a pas vraiment de recette. Il faut simplement que les parents légitiment la parole, comme on légitime ses peurs, comme on peut légitimer un traumatisme. Vous voyez, il y a un traumatisme, Anna Freud disait, il y a 2 coups. Le premier coup, c'est ce qu'on vit. Alors, ça peut être le manque, une violence que j'ai subie. Et le deuxième coup, c'est la représentation de ce réel, mais tel qu'il est écouté ou dit devant les autres. Et comment les autres vont le ressentir. C'est pour ça que parfois on a besoin d'être légitimé quand on a eu des violences par la justice, qui permet de nous réparer aussi. Il faut se sentir légitimé. Et ça, c'est important. Le premier miroir, c'est l'autre. Mais donc, ce qui veut dire que quand il peut être déformant, ce miroir aussi. Quand il y a des conflits à l'école, au sein de l'école, c'est important que l'équipe de direction, l'instituteur ou l'institutrice, plus les parents, ensemble, trouvent une solution, ensemble, écoutent les enfants. Est-ce qu'il y a des directives de la part des chercheurs sur comment régler ces conflits-là, ou... Alors, des directives... Il y a pas vraiment, c'est chaque directeur ou directrice. Il y a des conseils. Il faut déjà arriver justement à que l'enfant se sente à l'aise. Donc le mettre dans une situation. Je parlais d'espace tout à l'heure. Le verbatim, la parole va pas se libérer de la même façon si je suis assis dans une classe face au bureau du professeur que dans un petit espace cocooning comme ici qui est très sympathique, où là je vais être plus favorable à libérer ma parole. Le statut aussi de l'autre. Est-ce que c'est une blouse blanche? Est-ce que c'est quelqu'un comme vous et moi? Donc il y a tout un contexte qui va jouer pour qu'on puisse exprimer. Grosso modo, qu'est-ce qu'on peut donner surtout comme conseil? C'est aborder l'enfant pour qu'il se sente à l'aise, comme j'ai dit. C'est l'écouter,
une véritable écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, le laisser parler, essayer de bien comprendre ce qu'il nous dit, pas parler à sa place, pas lui couper la parole. Donc une véritable écoute active. Il faut savoir après lui dire qu'il y a des solutions. On peut aller voir telle personne, il existe tel type d'association, etc. Donc il faut savoir aussi travailler un petit peu sur les réseaux qui existent et puis lui dire aussi la réalité, la vérité. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est vraiment collectif, qui donne du sens, mais c'est surtout arriver à bien approcher l'autre, parce que pour que le miroir justement soit pas déformé et déformant, il faut qu'ensuite on puisse bien l'écouter. Une fois qu'on l'a écouté, faut le légitimer dans ses peurs, dans les violences. S'il a reçu des violences, il faut le légitimer. Surtout, ça c'est très important. Et après, essayer de l'accompagner et de lui dire, que ce soit un enfant, un adolescent ou un jeune adulte, et lui dire que voilà, il existe des numéros, il existe des associations, il existe des partenaires à l'école, en dehors de l'école, tu n'es pas seul. Voilà, il faut tout un village pour le protéger, tout un écosystème. Et c'est comme ça que il arrivera justement à petit prendre le chemin de l'avenir qui se dégagera devant lui. Ça, c'est important, vous voyez. Donc voilà les 4 un peu éléments clés qu'on doit respecter. Est-ce que vous étudiez donc le jeu sous toutes ses formes quelque part? Est-ce que le jeu physique sportif peut aussi être une solution pour faire baisser des tensions, régler des conflits à l'intérieur de l'école? Oui, et pas toujours. Alors en fait, pourquoi? Parce qu'il y a différentes formes de jeu. Si vous prenez le sport, alors vous me dites si je suis trop compliqué quand je vais m'exprimer. Si je reprends la science de la décision, la théorie des jeux, on dit qu'il y a 3 formes de jeux. C'est pour ça que ça peut être des jeux entre pays ou autres. Je parle pas que du jeu physique. Des jeux à somme nulle. Somme nulle, ça veut dire -1 + 1 = 0. Nul. C'est-à-dire que ce que l'un gagne, l'autre le perd. Prenez un match de tennis, voilà, tout le monde va comprendre. Un match de tennis, eh bien, il y a un gagnant, il y a un perdant. Dans tout ce qu'a gagné un, l'autre le perd. Donc ça, c'est des jeux à somme nulle. Une guerre, malheureusement, si c'est un jeu à somme nulle, on voit ce qui peut apparaître. Donc le sport génère aussi des jeux à somme nulle, c'est-à-dire génère des jeux où il y aura un perdant et un gagnant. Et quand je prends l'ensemble des sports, il y a plus parfois de perdants que de gagnants. Si je prends le tennis, c'est 1 contre 1, mais si je prends une course automobile de cyclistes, il y a un vainqueur. Bref, il y a donc beaucoup plus de perdants. Donc le sport peut être intéressant, car il peut aussi nous amener à apprendre à gagner, à se vaincre, à vaincre l'autre, à être dominant. Donc c'est intéressant. Quand on prend l'école, qui est fondée plutôt sur la méritocratie, sur l'évaluation, c'est bien pour un enfant qui est un petit peu timide. C'est un de mes collègues qui avait écrit justement un ouvrage là-dessus. Votre enfant est timide et pas bien, faites-lui faire du sport. Il va apprendre à vaincre, à dominer, à gagner. Donc c'est intéressant aussi. Mais il y a la limite aussi, le fait que c'est un jeu où on s'affronte à l'autre, on s'oppose. La vraie solidarité, c'est quand on est ensemble avec un but commun. Vous prenez un manager, vous prenez une entreprise, ils vont pas faire du football ou de la gymnastique au sol. Ils vont plutôt aller en milieu incertain, en pleine nature, et puis faire de la cordée pour amener une solidarité. Donc là, on essaye de vaincre l'environnement physique et non pas l'environnement humain. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'activités qui sont riches pour amener la solidarité, la coopération. Donc le sport est très intéressant parce qu'il est cadré aussi dans une institution, mais ça dépend de ceux qui sont là. Quel type d'entraîneur, comment est le club. On a vu certains scandales. Donc c'est un super vivier de l'école, on va dire de la vie, le sport, du fait que c'est un système de contraintes. Mais il y a aussi des sports où on va se frotter à l'autre et on va s'opposer. Les premières expériences sur les conflits ont été faites par Sheriff et son équipe. C'était dans les années 50. On est en psychologie sociale. Ils avaient amené des enfants qui se connaissaient pas dans une sorte de colonie, mais qui était une véritable expérimentation. Ils étaient dans une maison forestière, côté des États-Unis. Et à un moment donné, ils essayent de regarder quelles sont les amitiés premières entre enfants. Alors on voit ceux qui s'apprécient ou pas, les premiers jours. Vous voyez, les amitiés spontanées comme ça. Et puis à un moment donné, ils scindent en deux le groupe de 24 enfants, donc imaginons ils sont 12 et 12, et ils s'en vont faire des activités de coopération.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, alors qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de parents, ils se mettent eux-mêmes des contraintes. Des punitions, un leader apparaît, des lieutenants, ils se donnent un nom, vous voyez, ça devient du Koh-Lanta. Ils se mettent un nom, ils ont une effigie, etc. Et quand ils reviennent, on voit que les premières amitiés ont assez diminué. Les premiers groupes qui sont créés, les groupes qui sont créés, d'autres amitiés se sont forgées. Et quand ils sont rentrés, alors c'est une expérience, sous couvert d'une sorte de colonie de vacances. Et quand ils sont rentrés ensemble, ils ont décidé, les deux groupes, de s'opposer par des sports. Et là, les perdants ont été revanchards. Ça s'est terminé par une guerre des boutons, quoi. C'était la bataille. Parce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements. Donc, vous voyez que, quelque part, l'impact d'une société, l'impact maintenant d'une école, l'impact d'une famille, vous pouvez changer, si vous changez les pratiques, les règles d'un jeu, par exemple, vous pouvez changer les comportements. Et donc, c'était une belle expérience pour révéler qu'une sorte de solidarité qu'il peut y avoir ou des amitiés premières peuvent être très, très vite défaits par, justement, des tâches réalisées. C'est pour ça qu'un enseignant comme un parent, ils ont des responsabilités extraordinaires en fonction de la manière dont vous allez faire évoluer vos enfants, qu'ils soient des élèves ou vos propres enfants, vous pouvez les amener plutôt vers l'égocentrisme, vers le repli sur soi, ou plutôt la solidarité, être ensemble, etc. Donc, vous voyez, le sport a ses facettes qui sont très, très intéressantes, très riches, et puis aussi, attention à pas systématiser toujours le côté opposition, battre l'autre, etc. Donc, en fait, faut jouer sur toutes les facettes. Et vous parliez qu'il y avait différentes formes de jeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des jeux dans leur règlement où je change d'équipe, par exemple. Vous voyez, où à chaque péripétie gagnante ou perdante, les règles du jeu me disent que je vais changer, je vais inverser les rôles. Et donc, en fait, là, je commence à rentrer dans l'empathie, c'est-à-dire que je vais me mettre à la place de l'autre. Et il y a des jeux où, justement, il y a des violences symboliques qui se jouent dans certains jeux, et qui permet justement de mieux comprendre, car j'éprouve les choses. Et en les éprouvant, une fois que j'ai mis les mots sur ce que j'ai éprouvé par le jeu, je peux mieux comprendre ce qui se passe. Vous voyez, on inverse les rôles. Jamais dans un match de football ou de rugby, les joueurs vont changer comme ça de rôle. Mais dans la vie n'est pas un sport. La vie, c'est justement, j'ai des amitiés avec certaines personnes. Après, parfois, je peux avoir des petites fâcheries. Bref, c'est une effervescence relationnelle qui bouge avec du côté négatif, positif. Et donc, voilà pourquoi jouer dans l'éducation sur différentes formes de jeu est intéressant. Sur 3 points. Le premier, se confronter à l'autre, éprouver l'autre par le corps. Vous voyez, je réduis la distance sociale que j'avais énoncée tout à l'heure. Je me frotte à l'autre. Souvent, on fait appel à ses fantasmes, à ses représentations, à ses biais cognitifs, parce que je connais pas l'autre. Et quand je le connais pas, je fais appel à mes croyances, à mes mythes. Et voilà. Donc, il faut rapprocher les uns des autres. Alors ça, je travaille beaucoup sur le handicap. C'est la méconnaissance du handicap qui fait qu'on reconnaît pas l'individu handicapé. C'est pareil pour un enfant qui est un peu plus timide, qui est un peu plus différent des autres, qui va être un peu le bouc émissaire de certains de ses élèves parce qu'on le connaît pas, on le comprend pas. Le manque de méconnaissance amène un manque de reconnaissance. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est pour ça que je travaille sur différents jeux, dont là en ce moment pour l'université, des jeux justement, des serious games. Vous voyez, je suis obligé d'employer le mot serious game. Alors des pratiques sérieuses, des serious games et des escape games pour justement sensibiliser le personnel comme les étudiants à l'altérité, au handicap, et je le fais au prisme justement des empathies. Donc le jeu est fondé au prisme des empathies pour mieux comprendre, éprouver, et ensuite je mets des mots, des briefings, je mets des mots sur ce que j'ai vécu, et ça me permettra petit à petit peut-être de changer mes conduites vis-à-vis de l'autre et mon miroir souvent déformé qui devienne un véritable miroir. Parce que du coup, pour les enfants, par exemple, c'est plus efficace de passer par des pratiques telles que le jeu que d'avoir une leçon de morale pour dire c'est pas bien de taper, c'est pas bien d'être en conflit ou c'est pas bien d'être agressif, peu importe ce qui s'est passé dans une cour de récré. Enlever un peu la pression de la honte et de la stigmatisation et de faire
tourner les enfants dans des situations diverses, ça a plus d'impact pour eux? Oui, je pense. Je pense qu'il faut vraiment, quand je parlais tout à l'heure d'éprouver les choses, il faut vraiment les vivre. Il faut que toutes nos émotions, tous nos sens soient alertés. Et ça nous permet après de mieux poser les choses, de mieux les comprendre. Donc j'aime bien cette démarche plutôt ascendante. On part du concret pour mieux réfléchir après tous ensemble, vous voyez. Donc plutôt du concret à l'abstrait. Donc c'est intéressant de vivre ces situations. Je crois beaucoup à la force. En tout cas, c'est ce que j'ai fait dans mes recherches modestement, mais depuis quand même maintenant pas mal d'années, le fait d'éprouver les choses, de les vivre. D'ailleurs, regardez, je vous fais une petite parenthèse, mais Camille Etienne, qui a écrit un ouvrage qui est très féministe, mais qui se bat aussi par rapport à l'écologie, le climat. Dans son ouvrage qu'elle a écrit, justement, elle parle à un moment donné qu'intellectuellement, elle avait compris la fonte des glaces, etc. Le voyait même quand elle était petite, etc. Mais à un moment donné, elle a été voir des chercheurs, justement, dans les pays, je crois que c'est en Islande de mémoire, j'en suis pas sûr, mais elle a été voir et à un moment donné, il lui a fait comprendre, il a pris la voiture, il lui parle de tiens mais je crois que t'es né en 1998, c'est dans son ouvrage. Et oui, ok, il s'arrête là, il dit tu vois, j'aurais pu faire mes prélèvements de glace en 98 à cet endroit-là. Et là, on va continuer et continuer. Et en fait, elle a éprouvé les choses et c'est là que ça a été le déclic justement. De se battre pour intelligemment d'ailleurs, ça va voir aussi les politiques, de se battre pour le climat. Donc, vous voyez, le principe est le même, c'est éprouver les choses, ressentir, mais il faut maîtriser aussi l'ensemble. Il suffit pas de jouer pour mieux apprendre à vivre avec autrui. Alors là aussi, ça demande une équipe, une maîtrise du contexte. J'ai vu des cas inverses, oui, un encadrement. J'ai vu l'inverse. J'ai vu des jeux mis en place où les élèves, n'ont pas compris du tout les codes qui étaient donnés par rapport à ces jeux et ça a amplifié leur comportement qui était déjà entre guillemets pas trop scolaire. Vous voyez, il faut faire très très attention. Il suffit pas de dire ou de mettre les enfants dans un jeu pour qu'ils puissent changer les comportements, en tout cas qu'ils puissent changer les comportements qu'on a envie qu'ils aient. Pas du tout. Ça demande du temps. Il faut du temps. Le pouvoir du temps. Le rapport au temps est hyper important. Il faut du temps. Il faut maîtriser. Il faut une équipe qui maîtrise. Et ensuite, le répéter dans le temps, que ça soit durable pour qu'on puisse avoir des effets. Il y a une expérience qui a été faite, petite parenthèse, sur le handicap, où dans une entreprise, on avait mis des managers et des responsables d'entreprise en situation de malvoyants. Tellement le jeu était mal conçu, trop complexe, ils se sont dit, en sortant de ce jeu, mais moi, j'emploierai jamais dans mon entreprise de personnes qui sont en situation de handicap malvoyante. Ils seront incapables de faire ce que je leur demande. Donc, l'effet a été inverse. Vous voyez, il suffit pas de dire, on va jouer, on va faire ceci, on va faire cela. Ça demande un écosystème raisonné et raisonnable, durable dans le temps et maîtrisé. Et là, la recherche sert à cela. C'est-à-dire qu'on puisse pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je disais pas d'injonction au bonheur, au bien-être, à l'empathie. Tout ça, ça veut rien dire. Il faut mettre à l'épreuve des faits. Il faut maîtriser un protocole. Il faut savoir l'évaluer. Et pour l'évaluer, il faut une bonne méthodologie. Et il n'y a pas de recherche sans méthodologie rigoureuse. Donc, c'est une caution scientifique qu'il faut amener. Voilà en quoi, modestement, la recherche peut amener aussi à comprendre, plus que résoudre, mais à comprendre certaines problématiques. J'ai une dernière question. Vous l'avez un peu dit, mais pourriez m'expliquer, est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui au sein de l'école qu'il n'y a eu avant? Non, je pense que c'est des violences qui se transforment. On a vu l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux qui n'existaient pas avant. Donc il y a d'autres formes de violence. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est protéiforme, c'est pas que physique. Donc il y a d'autres formes de violence. Et malheureusement, quand on vit en ce moment des perspectives que l'on voit nationales, internationales, par les images, par des mots qui peuvent être choquants, eh bien à un moment donné, on commence à banaliser ce type de comportement et cette banalisation est pas bonne. Alors autant pour le handicap, il faut banaliser le handicap pour éviter de le mettre dans l'exception. Autant là, c'est le reflet un petit peu d'une société. Ce qui est inquiétant, c'est plus les dérives un petit peu que l'on a dans la société et ce système de contraintes où la morale, l'éthique, le respect d'autrui se voit pas à un certain niveau, je dirais politique ou autre.
Et on demande après aux parents, aux enseignants de combattre un petit peu, de réduire tous les maux de la terre. C'est pas possible. Et là, l'écosystème, je l'amène à un niveau beaucoup plus large, qui peut être international, bien entendu. Donc c'est ça qui est vraiment complexe. Non, en fait, ce que vous expliquez, c'est que il y a il y a un lien entre ce que les politiques ou les gens qui nous représentent montrent et comment ils se comportent, qui après va se retrouver à un moment ou à un autre dans notre vie de tous les jours et donc potentiellement dans une cour d'école. Et on peut pas demander ni aux élèves ni aux parents d'être exemplaires quand au-dessus de nous, ça l'est pas. Ben oui, alors je vais vous parler des fameux 3 I. Ça me fait penser à un ouvrage, Repenser la pauvreté, d'Esther Duflo, d'ailleurs, grande économiste, et qui a eu un prix Nobel, enfin une magnifique française. Et justement, souvent, elle parlait des fameux 3 I, par exemple. Les 3 I, vous connaissez les 3 I? Alors, les 3 I, c'est d'abord l'idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire que, faute de preuves ou autres, on fait appel à ses croyances, à ses mythes. Donc, l'idéologie. Alors, ça, c'est le premier I. Le deuxième I, c'est l'ignorance. Souvent, parfois, les politiques ou d'autres personnes vont donner des impulsions, des ajustements, sans connaître vraiment ce qui se passe, sans connaître le terrain. C'est pour ça qu'il faut écouter les jeunes, il faut écouter les parents, il faut écouter les enseignants, il faut écouter ceux qui sont sur le terrain. Ça, c'est important. Ça, c'est l'ignorance. Et ensuite, après, il y a l'inertie. Souvent, quand on a décidé de faire quelque chose, très difficile en psychologie sociale, très difficile de changer d'avis. On reste sur ses positions. Et donc, dans Le Monde, à l'époque, en 2012, j'avais écrit un petit pamphlet là-dessus, un petit article en disant si on a ces 3 I-là, ça creuse le 4e I, celui des inégalités, qu'on peut retrouver également à l'école. Donc oui, il faut que les personnes qui dirigent adoucissent un peu la pente. C'est pour ça que moi, pour le handicap, mais pour toute forme de vulnérabilité, de personnes minorisées ou ceux qui sont en minorité, si je prends par exemple les femmes, qui peuvent être non pas en minorité, mais minorisées. Voilà, c'est important. Et quand moi je travaille sur le care, par exemple, sur le souci de l'autre, on voit qu'il y a plus de mamans, de femmes que de papas. Et souvent dans ces problématiques-là, on doit essayer de comprendre, et c'est pour ça que j'emploie l'inclusivité plus que l'inclusion. C'est-à-dire qu'on est passé sur des stades, différentes périodes, et quand on a commencé ensemble notre interview sur les mots, je reprendrai Pierre Bourdieu, mais d'autres auteurs qui ont dit les mots font les choses. Et quand les mots rentrent dans le langage commun, quand les mots sont banalisés également et employés par nos politiques, ils peuvent transformer, les mots peuvent servir à transformer les choses. Et si je prends le mot inclusion, vous voyez, au départ, c'était plutôt l'exclusion. Après, on se dit quand même, il faut que les personnes puissent s'intégrer, handicapés, immigrés ou autres, et l'intégration. Mais donc, l'effort était demandé aux personnes de s'intégrer, mais l'effort était de leur propre ressort. Et il fallait qu'ils se plient à la majorité, entre guillemets, dite la norme. Et après, on est passé, alors je vais pas raconter toutes les lois ou autres, mais à un moment donné, on a changé de paradigme. Parce que le mot inclusion, le mot intégration a amené les politiques, les personnes, les structures, l'école, à pas faire un effort eux-mêmes. C'était à eux de s'intégrer. Et donc, on est passé à l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est l'extrême inverse presque. C'est-à-dire qu'on a oublié de reconnaître dans l'inclusion qu'il faut la participation de tous. On a retenu de ce mot inclusion que c'est à l'école, aux politiques de s'ajuster, à l'école, à l'hôpital, à la société, à une ville, d'inclure les personnes. Donc l'effort doit être fait par les structures. Et donc, regardez tout ce qui se passe dans les réseaux et ailleurs partout, on voit que les familles, les parents sont très déçus quand on leur promet de l'inclusion et qu'in fine, forte désillusion, et encore plus forte désillusion quand l'inclusion n'est pas avérée. Et donc, vous voyez, quand ça devient un but comme ça, l'inclusion qu'on affiche et que les prescriptions ne sont pas suivies dans les faits, qu'il n'y a pas de concrétisation, la chute est encore plus dure. Voyez, c'est pour ça que moi, je prône une ère qui dépasse l'inclusion, où je vais vers une nouvelle ère qui s'appelle l'inclusivité, qui est un effort partagé et partageant, où là, justement, il y a une forme, non pas d'égalité ni de rosalité, mais où tout le monde puisse participer. Vous voyez, j'ai donné cette définition.
Certains penseront à la définition de la sécurité sociale, mais en fait, je l'ai déformé et je l'ai appliqué à l'inclusivité. C'est chacun s'intègre. Vous voyez, je reprends intégrer selon ses moyens et la société, la structure, l'école, la ville, les politiques nous incluent selon nos besoins. Donc, vous voyez, c'est un effort partagé, partageant, et c'est un processus. C'est pas une illusion de ce qui va se passer, mais c'est plutôt dire c'est un processus qu'on va faire ensemble. Pas une fin, mais un processus, l'inclusivité. Commun. Et commun, bien Et sûr. commun. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup, Eric. Mais de rien. Pour Merci toutes à vous. ces précisions. J'espère que s'il y a des professeurs ou des directeurs, directrices ou parents qui sont confrontés à ça, à cette violence, qu'ils puissent avoir un tout petit peu plus de clarté sur ce qui se joue aussi à l'école, quel type de violence il y a, ce qu'on peut mettre en place avec un cadre, avec vraiment des directives et une capacité à penser ensemble pour le bien-être des enfants, parce que c'est quand même de ça dont on parle à la base. Merci, Eric. Mais de rien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.